Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Alkis Papadopoulos, chef de la direction technologique chez Voxco. On va vous présenter aujourd'hui, veille et analyse des réseaux sociaux, l'usage des technologies sémantiques pour améliorer la pertinence des contenus recueillis et la qualité de leur analyse. Donc, j'ai lu la première diapo, mais je vous promets, je ne lirai pas les autres. L'idée, à la base ici, sera de vous donner un aperçu des technologies qui peuvent être mises de l'avant pour assister avec l'augmentation de la pertinence de l'analyse du contenu des médias sociaux et des réseaux sociaux. Donc, on entend beaucoup de la part de nos clients qu'il est facile d'aller chercher du contenu sur le web, d'aller visualiser des feeds de données qui vont rentrer sur Twitter, sur Facebook, sur les blogs, les forums, etc., etc., mais que le volume d'informations est tel qu'il est très souvent difficile de s'outiller, en fait, pour être capable de décortiquer de façon efficace les thématiques qui émergent de ces conversations sur le web. Donc, l'idée à la base ici, c'est de vous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui peut être utilisé comme outil ou comme technique ou approche pour faciliter tout cela. Les quelques premières diapos sont des diapos de statistiques que vous avez certainement vues ou que vous connaissez par ailleurs, mais c'est des rappels un peu sur l'importance des médias sociaux et des réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, 800 millions d'utilisateurs sur Facebook, 100 millions d'utilisateurs sur Twitter, et tout ceci est en train d'augmenter régulièrement. On voit quand même un comportement asymptotique, mais clairement, ce sont des sites et des pages où il y a énormément d'informations qui circulent. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est vraiment possible de tirer profit de tous ces commentaires-là? Comment cibler le contenu qui est vraiment intéressant pour moi? Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment intéressant pour moi? C'est-à-dire le contenu qui me permet de prendre certaines actions précises et tangibles. Donc, on se plaint de la qualité de mon produit. Est-ce que je peux accélérer la capacité d'acheminer ça à mes gestionnaires de produits? On fait des suggestions sur des features que l'on aimerait voir dans mon produit. Est-ce que je suis capable d'accélérer le processus d'acheminer ça aussi à mes gestionnaires de produits ou peut-être au service à la clientèle de ma compagnie? Des choses comme ça. Aujourd'hui, il existe des outils d'analyse sur le marché, mais il y a une différence qui se fait beaucoup et de plus en plus entre la veille, le monitoring et l'analyse. Donc, quand on parle de veille, on parle de compagnies qui sont plutôt spécialisées dans la capacité d'ingérer un volume extrêmement important de données sur le web et de vous montrer ou de vous donner des indications sur le nombre de mentions de votre marque, du nom de votre produit, la distribution de ces mentions-là sur divers sites, la portée potentielle, si on fait le décompte, par exemple, de retweets, de tweets à propos de vos produits, vos services, mais d'aller au-delà et d'être capable vraiment de décortiquer cette information-là sans vous imposer de lire les tweets, les postings dans les blogs, les forums, dans les fanpages, sur les walls de Facebook, etc. Tout ça, c'est moins évident et il n'y en a qu'une vingtaine à peu près de compagnies qui se situent au centre, on va dire, entre le monitoring et l'analyse. On voit des compagnies comme Visible Technologies, Crimson Hexagon, Voxco notamment. Et donc, on voit aussi de plus en plus de demandes venir de la part des clients pour aider avec l'analyse dans ce contexte-là. Les attentes du marché, gestion de marque, de la e-reputation, capacité de filtrer par langue et par région, couverture complète de sources web, console avec des critères de performance tangibles. Encore une fois, comment est-ce que je peux mesurer si ce que je lis et ce que j'extrais de tout ce contenu-là, je peux m'en servir et est-ce que ça rapporte quelque chose que j'ai ces métriques-là. L'analyse de sentiments de qualité qui est très difficile à faire aujourd'hui. S'il y en a parmi vous qui avez utilisé des outils comme ça, vous avez certainement constaté que l'analyse automatisée des sentiments est assez fragile, pour ne pas en dire plus, etc., etc. Donc ça, c'est des attentes qui sont bien connues et qui sont partagées par la vaste majorité des corporations ou groupes qui ont accès ou ont des besoins spécifiques par rapport aux outils de monitoring réseaux sociaux et analyse. Mais il y a des attentes plus précises du marché et qui sont problématiques aujourd'hui. Obtenir une synthèse quant à un problème donné et ne pas le faire en étant obligé de lire un volume important, manuellement donc, de données. Avoir des recommandations tangibles concernant le problème. Donc, qu'est-ce que je fie avec ça? Et encore une fois, on parle d'automatisation. Réduire le nombre de jours personnes, évidemment, pour atteindre ces deux buts-là. Et comment faire ça si on ne se fie que sur des nombres de mentions de ma marque? La distribution sur des sites, on ne peut pas vraiment prendre des données traditionnelles comme ça. J'appelle ça traditionnel, mais on parle de données qui ne sont disponibles que depuis 3-4 ans. Mais on ne peut pas vraiment faire quelque chose de quantitatif avec des données comme ça. Donc, on veut s'éloigner un peu, tout en conservant la capacité de faire le calcul des nombres de mentions, la part de voix, la portée de notre marque. On veut une mise en contexte, en fait, du contenu. Et ça prend donc du traitement de texte automatisé qui est passablement plus sophistiqué.
Pour la mise en contexte en tant que telle, qu'est-ce qui est nécessaire? Il faut d'abord être capable de décortiquer les classes de documents. Est-ce que c'est un tweet? Donc, c'est important de savoir. C'est 140 caractères, c'est petit, c'est plein d'acronymes. Les gens écrivent de façon complètement différente quand ils tweetent versus quand ils écrivent dans un blog. Est-ce que c'est un blogueur connu, donc qui va écrire quelque chose qui est grammaticalement correct, avec des structures de phrases, de paragraphes, etc. Et est-ce que je peux détecter des choses comme des synonymes, des variantes orthographiques, des erreurs orthographiques, etc. Donc, tout ça, c'est important et ce n'est pas facile à faire. L'utilisation de ce qu'on appelle des ontologies. En gros, des ontologies, c'est des dictionnaires qui permettent de décortiquer un espace thématique. Donc, une ontologie d'une voiture décrirait toutes les parties de la voiture et indiquerait au sein de l'ontologie comment les parties sont reliées ensemble. Donc, c'est en fait une façon de décrire des industries ou d'écrire des objets ou d'écrire des produits, des services, etc. L'analyse sémantique est une technique qui consiste à se préoccuper avec le sens derrière les concepts. Donc, par exemple, vous tous qui faites des requêtes sur Google, vous faites des requêtes de mots-clés et vous retrouvez des documents qui ont ces mots-clés dedans. Mais ce serait vraiment très cool si, en plus, vous pourriez récupérer des documents qui avaient les synonymes et tous les documents qui traitent de thèmes qui sont très, très proches de la signification des mots qui vous intéressent. Donc, la notion de sémantique est importante parce qu'on est au niveau des concepts et non pas au niveau des mots-clés. Analyse des sentiments. Je ne passerai pas de temps aujourd'hui sur les détails de l'analyse des sentiments, mais c'est important si on veut être capable d'entamer une action tangible sur, par exemple, redresser un problème avec mon produit. J'ai besoin de savoir si le feedback est négatif ou positif. Donc, l'analyse de sentiments, qu'elle se fasse de façon manuelle, complètement automatique ou un mélange des deux, est nécessaire à l'exercice de mise en contexte sémantique. Un exemple de mise en contexte, puis ça, c'est tiré d'un de nos produits. Donc, on lance une requête pour le plan Nord. Le plan Nord, jusqu'à il n'y a pas longtemps, n'avait pas vraiment de signification. Plan Nord aurait pu vouloir dire n'importe quoi. C'est une expression qui est née avec la volonté du gouvernement québécois de mettre de l'avant un plan pour traiter de comment on va adresser l'économie, l'environnement, etc., dans le Nord. Or, savoir que les gens sont critiques face au plan Nord, c'est une chose. Mais savoir précisément qu'est-ce que les gens disent quand ils sont critiques, quelle catégorie émerge, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que savoir que c'est négatif, on a tous l'impression, simplement en écoutant la radio 10 minutes, quand le plan a été présenté, oui, on sait que les gens n'aimaient pas, il y avait toutes sortes de critiques, mais la capacité de faire une mise en contexte avec les entités nommées, donc les personnes, les noms de personnes, les noms de lieux, les autres concepts qui émergent en même temps, puis pas qui émergent de façon distante. Donc, on ne parle pas de mots qui vont émerger ou de concepts qui vont émerger. Au début du document, j'ai le plan Nord, puis complètement en bas dans le copyright, j'ai une mention d'un autre mot. Ça ne nous intéresse pas. C'est au sein même de la phrase. Quand on parle du plan Nord, juste à côté, quel autre concept a été évoqué et est-ce que ça a été évoqué de façon positive ou négative? Et ça me permet déjà de faire une mise en contexte qui est bien plus intéressante. Pour quelqu'un qui ne sait pas du tout c'est quoi le plan Nord, évidemment, ça me permet aussi de faire une exploration, une découverte des thèmes qui risquent d'émerger. Et là, à partir de là, je peux creuser intelligemment. Est-ce que moi, je vais aller voir quelle était la contribution des analystes provenant du HEC et quel était le rapport à cette étude-là? Bien, je peux le faire à partir des relations qui sont mises en valeur ici entre le plan Nord et l'HEC, l'Université de Montréal, etc., etc. Un autre exemple ici, en anglais, d'une mise en contexte sémantique. Donc, on fait une analyse comparative de deux systèmes GPS. Donc, un système TomTom, un système Garmin. On donne cet exemple-là parce que tout le monde a déjà probablement utilisé un système GPS. Vous savez comment ça fonctionne. On est dans notre voiture, on essaie d'avoir les instructions les plus claires possibles pour se rendre à notre rendez-vous en retard, ou en fait, éviter d'être en retard, etc. Et les gens vont parler de toutes sortes de choses quand ils parlent de système GPS. Le fait qu'ils vont parler, par exemple, du concept de trafic, ben, ça ne nous surprend pas vraiment. Une des choses très frustrantes quand on essaie de naviguer dans une ville, c'est le problème du trafic. Le fait que ce soit négatif, pas surprenant non plus. Et ça, la vaste majorité des outils vont vous le dire. Ils vont dire, ah, les gens se plaignent du trafic ou de la gestion, du traitement du trafic par les systèmes GPS. OK. Mais encore, qu'est-ce que ça me dit, ça? Moi, si je suis fabricant de GPS, pardon, certainement pas fabricant de micro. Si je suis fabricant de GPS, ça ne me dit rien, ça. Ça me dit que les gens n'aiment pas le trafic. Wow, thank you. J'aurais pu faire un petit sondage rapide, j'aurais pu aller sur le web, chercher traffic. Do you like traffic? Non, on s'entend que les gens n'aiment pas ça. La mise en contexte, par contre, elle me donne de l'information beaucoup plus intéressante. Ce dont les gens se plaignent,
quand ils parlent en tout cas, ce dont ils se plaignent quand ils se plaignent intelligemment, parce qu'on s'entend que sur le web, on ne se plaint pas toujours intelligemment. Les gens vont dire « I hate traffic, I hate TomTom, je déteste Garmin, ci, puis ça ». Mais c'est des phrases qui n'ont pas vraiment beaucoup de contenu sémantique. Alors, c'est des phrases qui ne nous intéressent pas. « I hate this, I love that ». Il y en a des millions de « I love Steve Jobs » et, et notamment, dernièrement, il y en a des millions. Mais ça ne nous intéresse pas. De savoir qu'il y en a des millions, oui, on sait que tout le monde aime Steve Jobs, mais ça me donne quoi en termes d'analyse et de capacité d'agir sur une thématique? Ça ne me donne pas grand-chose. Savoir, par contre, que les gens, quand ils se plaignaient de trafic, en fait, ils se plaignent d'un aspect très précis, d'une fonctionnalité manquante. Le manque de capacité d'un système GPS de me guider vers la voie qui me permettrait de minimiser le dommage ou le temps perdu, le dommage encouru quand j'essaie de naviguer le trafic. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et quand on fait cette mise en contexte sémantique, en fait, on peut regarder des catégories positives aussi, comme good routing ici. Donc, qu'est-ce que les gens associent à une navigation réussie dans une ville avec un système GPS? Mais c'est intéressant, les notions de voie, lane assist et de lane ressortent aussi. Et ça, c'est une analyse qui prend, parce que le système le fait pour moi et décortique tout cela pour moi, ça, c'est une analyse qui ne prend pas beaucoup de temps. Elle prend peut-être 10, 15, 20 minutes à faire, peut-être une demi-heure. Et ça, on parle d'analyse au préalable qu'on faisait au début, avant, avec Google. Après ça, avec des outils à la main, un peu Google Reader ou des choses comme ça, où on essaye nous-mêmes manuellement au moins d'avoir les bonnes sources de données et ensuite de les décortiquer à la main. Puis après ça, on essayait à partir des nombres de mentions puis des choses comme ça. Là, c'est déjà mieux. Je sais que Lane Assist est mentionné tant de fois sur Twitter, puis sur Amazon, puis sur CNET et tout ça. Mais encore, qu'est-ce que ça me donne? Tant que je ne l'ai pas mis en contexte avec soit le problème évoqué ou le compliment qui est fait à une facette ou à un aspect d'un produit. On voit d'ailleurs que les notions de lane guidance et de lane assist ressortent automatiquement avec cette analyse-là. Et ça, en passant, c'est en faisant une requête seulement pour TomTom Garmin avec ces mots-clés-là. Alors, il faut quand même mettre ça en contexte et essayer d'imaginer si vous faisiez une requête pour TomTom Garmin, vous mettiez précisément ces mots-là dans Google, qu'est-ce que vous obtiendriez? Ben, plein de documents qui mentionnent TomTom et Garmin. Mais vous n'auriez pas la capacité, sans aller ouvrir tous ces documents-là et commencer à lire et regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens disent, de faire ces mises en contexte afin de prendre une décision intelligente. Et quelle est la décision intelligente qui émerge immédiatement ici? C'est, nous, fabricants de GPS, on devrait se focusser sur vraiment améliorer les capacités de fournir des services qui guident quant aux voies à prendre quand on essaie de naviguer. Donc, comment est-ce qu'on arrive à de tels résultats? On va décortiquer une phrase en éléments sémantiques et en sentiments. Donc, on va essayer de comprendre dans la phrase qu'est-ce qui est le sujet, qu'est-ce qui est le groupe verbal, quels sont les compléments, etc. Quels sont les concepts clés? Ça, c'est très important. Savoir distinguer le concept clé. La notion de trafic, c'est un concept. Une personne, c'est un concept. Un lieu, c'est un concept. Donc, si les gens parlent de système GPS, on va souvent voir émerger des lieux. La navigation dans la ville de New York, elle est pénible avec tel système GPS. Les cartes européennes avec tel système GPS sont très faibles. Décortiquer le sentiment positif associé à chacune de ces catégories dans la phrase. Donc, encore une fois, très important d'être capable de savoir si les gens disent des choses de façon positive ou négative. Établir des corrélations entre les choses. Donc, ça, c'est important. Est-ce que, quand on parle, comme dans l'exemple précédent, on parlait de traffic information, c'est parce qu'on le relie quand même à quelque chose de tangible et de précis qui sont la navigation et la sélection des voies sur les routes et les autoroutes. Apposer une signature sémantique sur le document. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire savoir, pour chaque document, savoir précisément de quoi il s'agit, sans être obligé de le lire. Donc, le système ou les systèmes qui font de tel type d'analyse devraient être capables d'associer une signature sémantique qui permet en fait même de comparer les différents documents entre eux. Qu'est-ce que ça permet de faire, entre autres? Les « I love Steve Jobs » ou « I love Apple », ben, je n'ai pas besoin de les compter 2 millions de fois. Je sais très facilement décortiquer que ces phrases-là se ressemblent toutes et ne pas vous les présenter pour que vous soyez submergés par des plein de phrases vides, un peu comme ça, qui n'apporteront rien à votre analyse. Identification de sources, évidemment, on veut savoir sur quel site ces conversations ont lieu et ces postings sont faits. Identification des internautes, ça c'est intéressant, évidemment. La capacité, ensuite, de décortiquer le profil sémantique de l'internaute. Donc, pas seulement de savoir cette personne sur Twitter ou cette personne sur le fanpage de Facebook ou tel blogueur dit telle chose, mais l'évolution dans le temps de ce que cette personne-là dit. Très intéressant de voir comment les influenceurs, de quels sujets vont traiter les influenceurs et comment vont évoluer les sujets dont traitent ces influenceurs dans le temps. Si je vois, par exemple, que quelqu'un a été négatif à propos de certains aspects du produit ou du service que j'offre, et je suis capable de redresser la situation soit par des modifications de mon produit ou une intervention directe sur ces sites-là,
être capable de suivre dans le temps le profil sémantique de la personne permet de savoir si cette personne-là continue à parler de ces thèmes, qui lui tiennent à cœur ou si les thèmes ont changé. Est-ce qu'elle est passée à d'autres problèmes? Est-ce que maintenant elle est positive à propos des choses qu'elle trouvait négatives avant, etc. Donc, détail des sources, c'est d'être capable par catégorie, encore une fois, de dire où ont lieu les conversations. Très intéressant de savoir que si les gens vont parler en mal du service à la clientèle d'une compagnie, de savoir sur quel site est-ce que ça se fait. Être capable de le faire justement par classe sémantique, donc par concept, c'est très important. Juste savoir que sur TomTom, il y a beaucoup de feedback négatif sur Amazon, c'est une chose. Mais savoir la thématique précise qui est évoquée, c'est très important. Moi, si je suis TomTom, je serais inquiet de voir que sur des sites où il y a des millions de visiteurs par jour, on parle spécifiquement de mon service à la clientèle en mal. Donc, être capable de le rattacher à quelque chose de précis provient de cette mise en contexte sémantique. Et au bout du compte, ça nous permet aussi de faire des calculs beaucoup plus intéressants au niveau de ce qu'on appellerait des calculs d'influence réelle. Donc, l'influence, aujourd'hui, est mesurée beaucoup par le nombre de retweets. Ça, c'est une métrique très simple qui est utilisée par beaucoup de compagnies qui assurent des services d'analyse de réseaux sociaux. Le retweet est un proxy intéressant pour l'influence. Donc, moi, je tweete quelque chose, ça se fait retweeter 25 000 fois. OK. Est-ce que j'ai vraiment influencé la discussion ou pas? On ne sait pas. C'est un facteur parmi d'autres. Mais si moi, j'évoque des thèmes régulièrement dans mes blogs ou dans mes commentaires sur les blogs ou les forums et dans mes tweets qui sont évoqués de plus en plus par de plus en plus de gens, et là, si je remarque que ces mêmes thèmes-là commencent à être évoqués par de plus en plus de gens sur des sites très visibles, à haut trafic, Amazon, CNET, Facebook, là, ça devient intéressant. Là, on a une vraie mesure de l'influence et pas en vase clos. On a une mesure de l'influence sur des thématiques ou des thèmes très, très, très précis. Donc, je sais encore une fois, en regardant une carte des 50 personnes qui interagissent le plus sur les thèmes les plus négatifs et les plus positifs, j'ai une idée immédiatement, auprès de quelle personne je devrais intervenir, si je veux intervenir, si je veux aller sur ces sites-là pour redresser la situation au nom de ma compagnie. Et je peux même faire quelque chose de plus spectaculaire, entre guillemets, avec une mise en contexte sémantique, parce que je vois tous les postings de cet internaute-là. En passant, on ne sait pas qui est l'internaute, évidemment. Et ça, c'est vrai de toutes les compagnies. On ne peut pas se fier à l'information démographique qui est sur le web. Donc, les gens vont des fois donner leur âge, donner un peu d'indication sur où est-ce qu'ils habitent, s'ils sont hommes ou femmes. Ce n'est pas des données. On peut recueillir ces données-là. Mise en garde, n'essayez pas de faire des analyses avec segmentation de marché ou démographique basées sur des données du web. Certaines études montrent que, par exemple, au niveau de l'âge, 80% des données sur le web sont complètement faux. Pas étonnant. La majorité du monde ne veut pas donner leur vrai âge ou leur vraie date de naissance, des choses comme ça. Donc, on n'a pas d'informations démographiques sur les internautes. Par contre, pour les 50 personnes qui sont les plus actives sur les sites les plus en vue, on a la thématique précise. Donc, si moi, j'ai quelques internautes qui sont extrêmement agressifs dans leur intervention sur certaines thématiques, positifs ou négatifs, j'ai une façon très rapide d'aller intervenir. Donc, cette personne-là, par exemple, est très négative. Dans une comparaison directe entre TomTom et Garmin, elle n'aime vraiment pas TomTom, elle aime bien Garmin. Puis, je vois les concepts qui sont reliés aux aspects qu'elle n'aime et qu'elle n'aime pas. Donc, il y a des problèmes de cartographie et de navigation à New York City, à Mexico, en Europe en général. La personne va aimer les fonctions de lifetime traffic, la taille de l'écran, le Bluetooth sur Garmin. Donc, si moi, j'ai à intervenir et aller essayer de redresser la situation, si je vois parmi les 50 internautes qui ont le plus d'influence que les mêmes thèmes reviennent, moi, en tant que personne qui doit interagir pour ma compagnie ou au nom de la compagnie, si je suis une agence qui a été retenue pour le faire, c'est beaucoup plus facile pour moi de cibler précisément les thèmes et les concepts sur lesquels je vais me concentrer pour essayer de redresser l'image, la perception de la marque, la perception du produit, du service, etc. etc. Donc, et tout ceci de façon automatisée, évidemment. S'il fallait faire ce décortiquage tout seul, à la main, ce serait long et pénible. Vous imaginez essayer de lire les millions de blogs, de postings, de tweets, etc., etc., ce ne serait pas possible. Donc, l'idée, c'est de jumeler mise en contexte sémantique avec une analyse de sentiment de façon automatisée, afin d'atteindre 3 buts. C'est vraiment d'avoir une compréhension de la spécificité d'un problème. Donc, pas juste de savoir qu'on parle en mal de tel brand ou de telle marque, mais que disent les gens spécifiquement. Avoir la possibilité de voir où ont lieu ces conversations-là et encore une fois, sur quel thème autour de quel thème les conversations sont évoquées. Pourquoi? Parce que si c'est sur des sites très visibles et c'est autour de thèmes qui me tiennent à cœur, je gagne à intervenir rapidement.
Et ensuite, de savoir précisément comment intervenir et sur quelle thématique intervenir auprès des personnes qui sont le plus visibles et qui ont le plus d'influence potentielle de par les concepts qu'ils évoquent et la popularité des concepts qu'ils évoquent. Donc, et tout ça est possible avec une mise en contexte sémantique. Au bout du compte, ce qu'on vise, et on parle du Graal de la sémantique, et ça c'est un domaine dans lequel j'œuvre depuis 20 ans, et on voit on avance, on recule, on avance, on recule. Ce qu'on aimerait vraiment faire, et tout ce qu'on construit en ce moment dans ce domaine, ce sont des fondations pour en arriver à être capable de faire des choses encore beaucoup plus automatisées. Identifier carrément non seulement la spécificité du problème évoqué par quelqu'un, mais identifier qu'en fait, c'est une plainte d'un client à propos d'une facette et acheminer ça automatiquement à quelqu'un au customer service, au service à la clientèle. Identifier quand quelqu'un propose une amélioration à mon produit ou mon service. Être capable de le faire, encore une fois, on parle d'automatiser ça et d'acheminer ça vers les gestionnaires de produits. Ah, il y a des bonnes suggestions sur qu'est-ce qu'on devrait peut-être rajouter dans tel produit. Identifier clairement quand il y a une attaque contre une marque ou quand quelqu'un louange notre marque, afin de pouvoir répondre rapidement et encore une fois avoir le contexte spécifique de l'attaque. Aller plus loin que ça, une attaque contre une personne, ça devient intéressant. À partir du moment où on commence à décortiquer les différences entre les concepts, les personnes, les noms de marques, les noms de compagnie, s'il y a des attaques ciblées qui sont justifiées parce qu'on parle de facettes ou d'aspects précis sur la compagnie, ça, c'est une chose qui est intéressante et que je peux peut-être redresser. Si c'est des complaintes ou des commentaires gratuits, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si on dit « je déteste Microsoft, je déteste Microsoft, je déteste Microsoft », OK, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est intéressant, je parlais avec des gens chez Oracle dernièrement, et ils me disaient, nous, on ne fait pas de social media monitoring parce que tout le monde nous déteste. Et puis, on le voit que tout le monde se plaint de nous dans les forums publics. Puis, de toute façon, la personne qui nous cause le plus de problèmes, c'est Larry Ellison, qui, lui, aime provoquer des problèmes parce qu'il attaque des gens publiquement sur nos propres sites web. Donc, il faudrait se staffer avec 11 000 produits. Il faudrait avoir un staff de 1000 personnes pour aller contrer. Alors, un groupe comme ça ne vont même pas essayer de contrer parce que c'est des attaques gratuites pour la plupart. Ce n'est pas des attaques sur tel accès TCP/IP à tel produit, dans tel autre produit imbriqué dans celui-ci me cause des problèmes, des bugs techniques comme ça. Ils ont des équipes pour les adresser. Mais les attaques gratuites, ça ne sert à rien. Être capable de faire ce filtrage-là deviendra de plus en plus important avec la popularité des réseaux sociaux. Reconnaître quand quelqu'un recommande un produit. Ça veut dire que si je fais des corrélations entre les internautes, si je vois qu'il y a des thématiques qu'ils partagent et qu'ils aiment, quand je vois qu'il y en a qui commencent à recommander des produits, aller jusqu'au point de savoir si ça affecte le buying decision. Ça devient très intéressant. Il y a des études qui montrent que d'ici 2015, plus de 80% des décisions sur l'achat des produits à valeur ajoutée électronique proviendront d'influences de nos pairs sur le web. Donc, c'est très important d'être capable de reconnaître des choses comme ça. Aller un peu plus loin même, reconnaître quand quelqu'un pose une question. J'ai tel problème avec mon iPhone, est-ce que vous avez déjà vécu ce problème-là? Et d'être capable par après, évidemment, de reconnaître les réponses et de diriger les gens vers les réponses. Et proposer donc une solution à un problème donné. Donc ça, ce sont des choses vers lesquelles on peut tendre à partir du moment où il y a une mise en contexte sémantique. Et donc, on travaille très fort chez Voxco. On n'est pas les seuls, il y a d'autres compagnies, mais on travaille très fort chez Voxco pour essayer de faciliter la tâche d'analyse, de réduire le nombre d'heures que vous devez passer à décortiquer une problématique et de vous aider à intervenir de la façon la plus efficace et la plus pertinente possible. Merci de votre attention. J'ouvre le plancher à des questions si vous en avez.